Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en 2023, bienvenue dans Mon Quotidien TV. Tous mes vœux pour cette nouvelle année, je suis content de vous retrouver et d'accueillir pour cette première Jocelyne Gianni. Jocelyne, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien. Alors je suis très content de t'avoir sur le plateau. C'est extrêmement rare que j'invite des personnes que j'interviewe moi, mais il se trouve que Jocelyne, on est amis depuis très longtemps et que ton premier roman nous avait déjà donné très envie de t'avoir sur le plateau. C'était José Pierre à l'époque qui t'avait reçu. Oui. Et du coup, cette fois-ci, c'est mon tour parce que José Pierre, il a du travail et malheureusement, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais je suis ravie d'être en ta compagnie, Jean-Sébastien, pas de problème. Alors écoute, avant qu'on commence cette émission et qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais qu'on souhaite 2 anniversaires parce que notre maquilleuse Malou a fêté hier son anniversaire. Donc Malou, bisous, bon anniversaire. Mais il y a aussi aujourd'hui, c'était un grand jour pour toi, ça tombait bien. C'est ta maman. C'est l'anniversaire de ma maman, Josette. Donc je voudrais lui faire un petit coucou aussi et un gros bisou. Josette de Cannes, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne année et un bon anniversaire. Alors maintenant, cette émission va recommencer et dans Mon Quotidien TV, si vous l'avez raté, eh bien Jocelyne était venue avec un premier roman qui avait une riche histoire. Déjà, peut-être on peut se replonger un tout petit peu dans La Païenne parce que cette histoire-là, elle a été publiée 2 fois. Oui. Et quand tu es venu nous présenter en 2021, c'était une nouvelle édition, mais avec une réécriture un petit peu. Est-ce que tu peux nous replonger un peu dans l'histoire? C'est ça. En fait, La Païenne, c'est un roman historique qui se passe autour de l'an 1000. Et il y avait eu une première édition chez Robert Laffont en 2004. Donc, ça date quand même pas mal. Et puis, une réédition aux éditions Les Monédières en 2021 parce que j'avais comme projet de donner une suite en fait à cette histoire. Et ça n'a pas été possible avec Robert Laffont. Donc, voilà, le temps que les astres s'alignent et que ce soit possible et que je rencontre Esther Mérino aux Monédières. Voilà, maintenant c'est un projet qui a pu effectivement voir le jour. Donc La Païenne, j'imagine que ça a déjà été un premier succès puisque on écrit rarement une suite d'un ouvrage qui ne rencontre pas son public. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, peut-être sans forcément rentrer dans les chiffres, mais est-ce que tu as eu des bons retours des gens, des lecteurs? Alors ça c'est le truc qui fait plaisir, hein. Bonjour, la satisfaction de l'ego. Non mais il n'y a pas que ça parce que c'est vrai que je dis souvent que l'écriture c'est quelque chose quand même de très solitaire. On est quand même très seul devant son ordinateur, même si on a l'entourage qui encourage, etc. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des bons retours. Et sur des sites de passionnés de lecture comme Babelio ou Booknode, c'est vrai que j'ai quand même eu de très bons retours. Donc c'est une satisfaction et ça a encouragé aussi ma maison d'édition, je pense, à donner une suite effectivement et à me suivre dans le projet d'une trilogie. Oui, carrément d'une trilogie, parce que Les Roses de Cordoue ne sont que la 2e étape d'un roman qui finalement va être constitué de 3 parties. C'est ça. Alors, Les Roses de Cordoue peut se lire aussi indépendamment, parce qu'en fait, dans chaque ouvrage, on est dans un univers différent et avec une intrigue différente. Mais c'est vrai quand même, l'idéal, c'est de commencer par le premier et de lire les 3, puisque je suis en cours d'écriture du 3e là. Alors, sans annoncer de date officielle de sortie, tu m'as dit qu'en 2023, on devrait pouvoir, 2e semestre probablement, on devrait pouvoir avoir le 3e tome. Voilà, tout à fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore La Païenne, qui nous emmène déjà dans une aventure, donc comme tu l'as dit, au Moyen-Âge, est-ce que tu peux peut-être nous résumer, sans dévoiler l'intrigue complètement, La Païenne, de quoi il s'agit? Parce que déjà, c'est un roman qu'on appelle un roman historique. Oui. Donc ça se situe, comme tu l'as dit, au Moyen-Âge, mais avec des faits historiques réels et une intrigue romancée à l'intérieur de ces faits historiques. Alors on parle de quoi? Exactement. En fait, on est au pied des Pyrénées, dans le premier, dans La Païenne, on est au pied des Pyrénées quelques années avant l'an 1000. Donc avec aussi toute cette espèce de... Ce ne sont pas vraiment des peurs, mais il y a une échéance, le monde est très religieux à ce moment-là. Donc voilà, ça plane un petit peu comme ça,
pas comme une menace, mais comme une échéance. Et il se trouve qu'on est aussi dans une société qui est en pleine mutation, puisqu'en fait, après les invasions, c'était plutôt les communautés libres, les villages de colons qui s'installaient un petit peu comme ça à la sauvage. Et là, on arrive dans le pouvoir féodal qui se constitue, c'est la constitution des premiers grands fiefs, et au détriment de ces petits villages libres qui disparaissent, et qui étaient vraiment empreints de paganisme, de religion ancestrale, très animiste, très reliée à la nature. Et donc ma païenne, c'est mon héroïne, Belisenda, elle a 15 ans, et elle est parmi ceux-là. Et en plus, elle est guérisseuse en fait, elle est vraiment reliée aux plantes, elle les sent, elle a un lien très charnel avec la nature. On l'appelle même l'élu. Alors, je ne sais pas Oui. si c'est le cas dans le premier tome, puisque moi, je n'ai lu que le deuxième. Mais en tout cas, Oui. elle a un destin. Elle a un destin. Elle a pour héroïne. mission de transmettre ce qu'on appelle le secret de l'Aulne, qui est en fait cette science des plantes. Et elle a pour mission de soigner, de guérir, de protéger. Et dans Les Roses de Cordoue, je lui fais franchir les Pyrénées. Et, elle quitte le Béarn. Elle quitte le Béarn avec frère Antoine, qui était aussi un personnage important, un moine du premier tome. Et les voilà partis sur les routes d'Al-Andalus, puisqu'en fait, à l'époque, les 3/4 de l'Espagne sont sous domination musulmane, sous domination du califat de Cordoue. Bon, et alors du coup, on est à la fois dans cette intrigue historique avec on va dire cette bagarre un petit peu de territoire qu'il y a avec aussi l'allemand, enfin c'est Othon de Germanie, hein, Oui, c'est ça? oui, tout à fait. Qui veut en fait dominer toute l'Europe et s'appuyer sur l'Église pour ce faire. Et donc il veut installer à la papauté son candidat pour pouvoir réaliser ce Saint-Empire germanique. On est encore dans un lien très fort à l'époque entre l'État et l'Église, où finalement tout ça est très lié, plus comme à notre époque maintenant. Oui. Avant de continuer l'histoire, moi j'ai une question, je suis assez curieux de savoir pourquoi tu as choisi ce thème, cette période. Est-ce que c'est rattaché, est-ce que c'est le hasard, la curiosité, tu es tombé sur un sujet qui t'a inspiré, ou est-ce que c'est quelque chose de plus lié à ton histoire à toi? Alors lié à mon histoire, je ne sais pas, c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par le Moyen-Âge, depuis toute petite. Je crois que mes premières lectures d'enfants tournaient aussi autour du Moyen-Âge. Dans la collection Rouge et Or, etc. Voilà, c'était toujours des histoires de chevaliers, de royaumes à sauver. Et l'an 1000 m'a toujours fascinée parce que pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que justement c'est une période charnière et qu'on est dans une société qui est en pleine mutation. Et les valeurs sont en pleine mutation. Et on passe justement de valeurs, on pourrait dire, de lien avec la nature, peut-être avec des restes de religion un petit peu hérités du matriarcat, enfin matriarcat, je ne sais pas, il est peut-être imaginaire ce matriarcat, mais en tout cas le culte des déesses mères, etc. Et on arrive dans une société ultra patriarcale avec le pouvoir féodal. Et j'ai trouvé ça intéressant d'être à cette charnière, à ce changement de paradigme en fait. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça fait un peu écho au monde dans lequel on est, comme s'il y avait une forme de répétition. Alors on n'est peut-être plus dans le même type de guerre, de religion et dans l'expansion des territoires, mais quand même, on a des conflits internationaux majeurs en ce moment. Et puis on a aussi cette conscience et ce rapport à la nature qui est à minima en questionnement. Après avoir travaillé sur cet ouvrage, quelle est un peu la comparaison ou la situation que tu peux comparer avec ce qu'on vit actuellement? Alors, cette païenne, oui. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une héroïne un peu comme celle-ci aujourd'hui? Est-ce que tu en vois, toi? Est-ce que j'en vois? Oh, il doit y en avoir, oui. Je pense, alors c'est pas dans l'actualité là vraiment récente, mais je pense à celle qu'on a appelée Julia Butterfly, qui était une activiste américaine, il me semble, qui est restée 2 ans dans un arbre, dans un baobab, je crois,
qu'on allait couper, enfin qu'une grande société d'exploitation voulait couper pour installer je ne sais plus quoi. Ça fait quand même un certain temps que je me suis intéressée à l'histoire, donc je n'ai plus tous les détails en tête, mais j'avais été touchée par le courage de cette jeune fille, elle devait avoir une vingtaine d'années à l'époque, et qui restait au début, ils étaient plusieurs dans cet arbre, ils ont campé dans cet arbre, et puis petit à petit, tout le monde a laissé tomber, elle est restée 2 ans. Donc avec des gens qui montaient à manger avec un treuil, etc. Et elle a tenu bon et elle a gagné. Elle a préservé, elle a protégé cet arbre. Et elle racontait en plus comment petit à petit elle est entrée en contact avec cet arbre et elle est devenue une part de lui et lui une part d'elle. Elle le dit. En plus, c'est pas du tout une illuminée, hein, comme ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment ce lien avec la nature. Être en harmonie. Oui, être en harmonie et comprendre qu'on est dans la nature, on n'est pas à côté, on fait partie de la nature. Quand j'entends quelquefois il faut protéger la nature, il faut respecter la nature, mais on parle de quoi là? On parle de quelque chose dont on fait partie. Non seulement on y vit, mais on en fait partie. Et si on ne protège pas la nature, si on n'a plus ce lien avec la nature, on est coupé de nous-mêmes. On n'est pas seulement coupé du végétal ou de l'animal, on est coupé de nous-mêmes. Donc c'est peut-être ça le lien dont tu parlais qui me tient le plus à cœur à faire avec notre monde actuel, c'est de montrer qu'effectivement ma païenne, elle fait partie de la nature, elle est partie intégrante de la nature, comme la nature fait partie intégrante d'elle. Et je crois qu'on a besoin, là, pour sauver un petit peu notre monde en perdition, de sentir à nouveau ce lien. Peut-être que cette héroïne que tu as créée, elle a un élément qui est peut-être, à mon sens, plus intéressant et plus rassembleur que les héros d'aujourd'hui qui militent pour qu'on protège la planète, c'est qu'elle n'est pas totalement dans sa bulle avec la nature. Elle est aussi avec les gens, en tout cas dans les Roses de Cordoue. Elle rencontre énormément de personnages et elle n'est pas systématiquement pointée du doigt comme... Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle soit pointée du doigt comme quelqu'un qui est totalement à la marge de la société. Il y a effectivement des gens qui s'en méfient parce qu'ils la trouvent dangereuse pour l'équilibre de la société tel qu'ils l'imaginent, mais il y a aussi beaucoup d'adjuvants. Est-ce que tu peux, je voudrais pas spoiler le livre, et c'est toujours un peu délicat de parler d'un roman sans en dévoiler toutes les choses, mais est-ce que toi, à morceau choisi, tu peux nous présenter un peu quelques-uns des personnages qui vont jalonner son parcours? Déjà, Belisanda, elle avait 15 ans dans la païenne. Elle a quel âge quand on la retrouve? Là, elle a 17 ans. Elle a 17 ans, 2 ans sont passés. Oui. Et du coup, ce pèlerin, j'ai appelé ça un pèlerinage, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce qu'en fait j'ai fait un peu écho à un roman que j'ai lu l'été dernier, L'apothicaire, alors je ne me rappelle plus du nom de cet auteur Henri Leeuwenbruck. Exactement. J'adore. C'est un de mes romans cultes. Voilà, bon, et alors du coup, j'y ai vu quelques liens, j'ai vu, je n'irai pas jusqu'à dire des références, mais en tout cas, à un moment, d'ailleurs, il y a un apothicaire qui vient les aider dans le roman. Et du coup, lui, il est clairement sur le pèlerinage de la route de Jacques de Compostelle. Ton héroïne, elle ne va pas aussi loin, enfin pour l'instant en tout cas. Mais est-ce que effectivement, tu peux nous dire qui sont les personnages principaux qu'elle va rencontrer et quelle relation elle va avoir avec eux, en quoi ils sont déterminants? Parce qu'il y a la nature qui l'aide évidemment, puisqu'elle est l'élu de cette nature et qu'elle la comprend mieux que quiconque, mais elle a aussi l'aide de ses adjudants humains. Oui, alors en fait, elle va à Cordoue sur les traces d'un manuscrit qu'il faut absolument retrouver pour protéger le candidat à la papauté dont on parlait tout à l'heure, qui a commis, entre guillemets, un ouvrage un petit peu flirtant avec l'hérésie dans ses jeunes années, et cet ouvrage se trouve dans la bibliothèque de Cordoue. Zut, j'ai spoilé. Bon, tant pis. C'est difficile de parler d'un livre sans dévoiler trop de choses. Mais voilà, donc elle est entraînée en fait par les circonstances dans ce complot politico-religieux. Et sur sa route effectivement de Al-Andalus, donc de l'Espagne musulmane, elle va rencontrer aussi les grandes figures de l'époque, dont un médecin. Donc elle est soignante, elle est guérisseuse, et elle rencontre le plus grand médecin d'Al-Andalus, qui est Abou al-Qasim Khalef,
et dont on suit encore les écrits, les préceptes, etc. à l'heure actuelle. Les étudiants en médecine, je pense, le connaissent, hein, puisqu'il a laissé, par exemple, un traité de médecine et de chirurgie où on peut voir que certaines pratiques médicales, comme remettre une épaule luxée ou comme certaines consignes aussi obstétricales, sont encore pratiquées aujourd'hui. Donc c'est assez fabuleux. Et c'est un personnage fort et j'avais envie qu'elle le rencontre. Donc bien entendu, mon personnage à moi, je l'ai beaucoup romancé, je l'ai imaginé physiquement. On ne sait pas trop à quoi il ressemblait, quoi. Mais voilà, je me suis quand même basée sur ce traité de chirurgie et de médecine que j'ai lu, la traduction bien sûr. Et sur son histoire. Et ça, c'est une figure importante qui va effectivement lui apporter une grande aide. Elle rencontre aussi un astronome qui a vécu également en Espagne à cette époque-là, qui est Aboul Qasim Maslama, et qui va lui dévoiler une part de son destin. Et d'autres personnages aussi, et un marchand juif qui convoie la caravane, qui au début ne devait apparaître que sur 2 pages et qui finalement a pris une grande place dans le roman. C'est ce que tu disais lors de ton premier entretien avec José Pierre, tu nous disais que de temps en temps, et tu aimais beaucoup ça, tu te faisais un peu prendre l'écriture par tes personnages. Ils te menaient un petit peu là où tu n'avais pas prévu d'aller. Hein, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Et j'adore. Parce que j'aime bien être surprise, parce que c'est pas drôle de lire son propre livre quand on connaît tout à l'avance. Moi, quand je commence, j'ai une trame, bien sûr, j'ai un synopsis, mais je le suis pas forcément à la lettre. Et si à un certain moment, mes personnages veulent m'emmener là où je n'avais pas prévu d'aller, je les suis parce que souvent c'est une bonne surprise et ce sont eux qui ont raison. Ce qui est amusant également dans le roman, c'est que tu fais se rencontrer des personnalités historiques qui ont vraiment les pouvoirs, et puis des personnes beaucoup plus modestes. Et en fait, tout le monde se croise finalement. Tous les échelons sociaux de l'époque sont représentés, jusqu'à ce pauvre joueur de lutte qui a certainement beaucoup de talent, mais qui a aussi des problèmes d'addiction, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis il y a aussi toute cette complexité du rapport humain déjà dans la famille, parce que ton héroïne, alors c'est pareil, je ne veux pas trop dire de choses, mais ton héroïne, alors je sais que ça j'ai le droit de le dire parce que c'est en résumé derrière, donc elle est la fille bâtarde de pas n'importe qui. Oui, du vicomte d'Oloron, qui est son ennemi en plus. Voilà, donc elle se bat contre son père. Oui. Et puis du coup il y a ce frère Antoine qui finalement est peut-être un peu son père adoptif, enfin, il a une relation très, très paternelle avec elle. Complètement. Frère Antoine, c'est un moine qui a quitté son abbaye parce qu'il n'était pas d'accord justement avec les choix politico-religieux qui étaient faits par son abbé, qui était un sale type. Donc il est parti, il a décidé de protéger les faibles, il a décidé de faire partie des gueux et de rejoindre le village de Belisenda. Donc ça, c'était dans la Payenne. Et là, dans les Roses de Cordoue, effectivement, c'est un peu son alter ego. Et tout cet amour qu'elle a pour ce contact avec la nature, cette religion un peu animiste, lui, là, pour Dieu, pour sa façon de vivre à lui, sa religion. Et c'est pas du tout antinomique, ils s'entendent très bien et ils communiquent aussi sur ce terrain-là de la spiritualité, et puis ils vont vivre aussi des aventures rocambolesques ensemble, donc ça resserre encore plus leur lien. Et ce frère Antoine, d'ailleurs, souvent les lecteurs m'en parlent, il est très aimé, frère Antoine. Oui. Mais il est bienveillant, il est protecteur. C'est vrai que c'est aussi grâce à lui. Et puis, il a fait beaucoup de sacrifices pour partir sur cette quête. Et c'est un passionné de livres aussi. C'est un érudit, c'est un passionné de livres. Il est copiste. Il était dans son abbaye, il était à la fois infirmier et copiste. Donc là, c'est un petit peu de moi aussi que j'ai mis dans Frère Antoine, avec cet amour des bouquins. Oui, c'est le personnage qui se rapproche le plus de toi, je dirais que je suis un petit peu un mélange de Belisenda et de Frère Antoine. T'as mis un peu de toi. Oui, dans les deux. Dans les deux. Okay. Enfin, ou un peu de deux en moi, je ne sais plus quel est vraiment le sens. Alors, il y a aussi
cette évolution que ton héroïne a, puisque on l'a quittée jeune ado, on la retrouve, est-ce qu'on a le droit de dire qu'elle devient... Elle est mère. Elle est mère. Oui. Et puis, on ne fait pas d'enfant sans amour. Voilà. Et donc, il y a aussi cette quête-là qui fait partie des nombreux liens tissés dans ton ouvrage. Est-ce qu'on peut en dire deux mots de cette quête de l'amour? C'est un peu compliqué. Oui, alors c'est un peu compliqué sans spoiler, justement. Mais... N'en dis pas trop, hein. Je pose des questions, tu as le droit de dire Joker. Hein. D'accord. Disons que oui, elle a eu un enfant d'un homme qu'elle a beaucoup aimé, mais dont la vie a forcé à s'éloigner. Et donc, elle vit dans une grande solitude. Et elle va être tentée par quelqu'un qui n'est pas forcément pour elle. Et oui, effectivement, il y a cette quête aussi du bonheur du couple, forcément, hein, je crois que c'est une quête commune à tout un chacun. Écoute, je voulais qu'on parle de beaucoup d'autres choses, mais je vois que le temps court à une vitesse grand V. Alors, plutôt que de partir sur d'autres choses, même si ce sera peut-être l'occasion qu'on en parle à d'autres occasions, est-ce qu'il y a quelque chose sur ce roman qu'on n'a pas encore dit et que tu voudrais dire à nos amis lecteurs, à ceux qui aiment déjà le roman historique, à ceux qui sont peut-être plus éloignés de la littérature, mais qui ont peut-être été intéressés par le sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur l'ouverture que tu peux faire sur ce roman en attendant le suivant? Lisez ce livre. Non, mais en fait, je crois que, souvent ce qu'on me dit, c'est qu'on voit les images. C'est ce qui est un compliment qui me touche beaucoup. Donc, si vous aimez les aventures, si vous avez envie de vous évader, de changer complètement d'époque, d'univers, de quotidien, justement, eh bien, pourquoi pas vous lancer sur les traces de ce manuscrit et sur les routes d'Al-Andalus avec Belisenda. Super. Merci Jocelyne d'avoir été mon invitée, la première de 2023. Donc c'est encore le temps des bonnes résolutions. Pour ceux qui, comme moi, sont pas fâchés avec la littérature mais ne prennent pas assez le temps de lire parce qu'on est toujours inondé par beaucoup d'autres choses, et peut-être voilà une bonne résolution à prendre. Lire Les Roses de Cordoue. Donc je rappelle, la maison d'édition, c'est Les Monédières. C'est Jocelyne Gianni, notre invitée, qui a écrit ce livre. Donc, si vous avez été intéressé par le sujet, n'hésitez pas, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt dans mon quotidien TV. Ciao!